Bonjour, bonjour. Ah, faut que je parle dans le micro. C'est vrai, il y a des gens à distance. Alors, bonjour aux gens à distance. Bonjour aux gens en présence. Merci d'être ici aujourd'hui dans l'atelier d'après-midi sur la production maraîchère. On espère. Caroline, on est combien en ligne? Ah, 27 personnes en ligne. Merci à ces 27 personnes en ligne-là. Bon, je me présente. Christine Gingras du Centre d'innovation sociale en agriculture. On me demande toujours, hein, c'est quoi ça fait ça, l'innovation sociale en agriculture? Hein, c'est un peu flou. En fait, moi, je dis tout le temps qu'on accompagne les changements de notre secteur selon le contexte actuel. Hein. On a travaillé à la base du développement de l'artère. Hein, on connaît maintenant l'artère. On était à la base aussi, en fait, on a participé aux réflexions pour mener au premier service de remplacement agricole. On a aussi, on a contribué aussi là, par la recherche à développer le réseau Racine, le réseau des incubateurs agricoles, qui a son deuxième événement annuel le 19 mars prochain. Voilà, ma plug est faite. Non, mais c'est parce que c'est intéressant. Hein, maintenant, on le sait, avec les enjeux d'établissement à la relève agricole, tous les défis que représente s'installer en agriculture, entre autres par juste l'accès à la terre, c'est un enjeu. Puis le réseau Racine, justement, s'attaque à cet enjeu-là en essayant de réseauter les acteurs. Fait que ça concerne pas mal d'entre nous. Et surtout, la relève qui, je pense, est en ligne avec nous aujourd'hui. Notre prochain conférencier qui ouvre l'après-midi maraîchère, on va avoir la chance d'avoir une conférence de Benoît McConnell-Legault, bien connu du milieu, qui s'est investi dans plusieurs projets maraîchers depuis plusieurs années, dont la coop des pieds de céleri. Moi, c'est là que je l'ai connu. Formé en agronomie, il est maintenant, depuis quelques années, conseiller pour des projets des fermes maraîchères en Montérégie puis en Estrie. Benoît s'intéresse beaucoup à l'utilisation des technologies et des nouveautés dans notre secteur. Puis c'est vraiment dans cette optique-là, puis aussi avec son optique producteur conseiller, qu'on veut son point de vue pour nous parler des enjeux et des opportunités liées à l'évolution des technologies en production maraîchère. Donc, on a 40 minutes pour le bloc. Benoît va nous entretenir entre 20 et 30 minutes selon son élan, puis on aura une période de questions. Donc, préparez-vous aussi, les gens en ligne. Là, on pourrait avoir un moment pour répondre à les questions de tous. Merci. Alors, Benoît, je t'invite à... Merci, Christine. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup au CETAB de me recevoir aujourd'hui pour parler de ce sujet passionnant qui est l'évolution des technologies en maraîchage biologique. À la base, je ne suis pas un geek ni un fan des technologies. Je ne lis pas des magazines de technologie le soir avant de me coucher. Je suis plutôt un fan de photosynthèse et de système racinaire. C'est vraiment plus ce qui me parle. Mais avec mon passé de producteur conseiller, j'ai réalisé que la technologie répondait à beaucoup de demandes et nous aidait à évoluer sur nos fermes. Donc, je me suis intéressé, j'ai fait quelques intégrations, puis c'est un peu de ça que je m'en viens vous parler aujourd'hui. Le plan de la présentation est assez simple aujourd'hui. 3 technologies à haut potentiel pour les opérations sur une ferme au champ que je vais vous présenter. Ensuite, opportunités et aides gouvernementales que ça représente pour finir avec quelques réflexions. La présentation ne se veut pas comme étant une veille technologique, donc je ne ferai pas le tour de tout ce qui existe. Je pense que ça s'est déjà fait à plusieurs endroits et ça se refait en quantité. Aussi, je tiens à vous dire que je n'ai aucun lien commercial avec toutes les entreprises et les technologies que je vais nommer dans la conférence, même si j'en nomme quelques-unes. J'ai parlé aux vendeurs, aux distributeurs et ainsi qu'à des agriculteurs qui ont utilisé ces technologies-là et tout le monde m'a autorisé à les nommer, à nommer les discussions que j'ai eues avec eux. Donc, c'est ça. L'objectif de la présentation, en fait, c'est de vous convaincre que les technologies représentent la prochaine opportunité et devraient être dans le haut de la liste des prochains investissements sur vos entreprises. Souvent, c'est quelque chose qu'on néglige ou que les entreprises de plus petite taille pensent que ce n'est pas fait pour eux autres. Mais mon humble opinion, c'est que c'est faux. Que les technologies sont là
pour les petits producteurs. Fait que la technologie, c'est une vieille histoire. C'est ça que je voulais dire. C'était tout arrangé, l'affaire. On le savait. C'est une vieille histoire en agriculture. Fait que ça, j'apprends rien à personne, mais c'est juste pour une remise en contexte. Okay? Dans le fond, quand les tracteurs sont arrivés sur les fermes, c'est sûr que c'était vu comme une super technologie et puis que les plus petits producteurs sur le rang, ils regardaient le producteur prospère au bout du rang, arrivait avec son tracteur puis disait « Mon Dieu, moi, j'en aurai jamais, c'est impossible, c'est tellement comme une belle avancée. » Puis maintenant, tout le monde en a. Okay? Fait que dans l'histoire, bon, les tracteurs sont arrivés, ça, je ne vous l'apprends pas. Après ça, dans les années 50-60, la super révolution verte qui est arrivée avec la chimie, puis tranquillement, on est allé vers l'agriculture de précision. Qu'est-ce que ça nous a amené? C'est un petit peu moins de dépendance à la machinerie, ou tout autant avec une grande arrivée de la chimie dans nos fermes des intrants. C'était comme une transition tranquillement, puis pas beaucoup de technologie. Maintenant, vers où on s'en va, selon mon opinion, selon moi, c'est de moins en moins de machinerie. On l'a vu ce matin dans les travaux qu'on a vus. De moins en moins d'intervention dans le sol. La chimie va toujours rester dans un certain équilibre. Puis, pour rationaliser l'utilisation des deux ensemble, qu'est-ce qu'on amène? Les technologies, l'intelligence artificielle, les RTK, les GPS, l'agriculture de précision. Donc, ça mis ensemble, on s'en va vers le nouveau mouvement qui est de l'agriculture de conservation. Je pense que c'est un peu ça qu'on assiste en ce moment, une espèce de troisième révolution dans le milieu agricole. Et puis, je ne crois pas que les maraîchers doivent, les maraîchers de petite surface doivent rester en arrière de ça et attendre 15 ans avant de s'y mettre. Je pense qu'il faut s'y mettre aujourd'hui. Ouais, c'est bon. Fait, on y va pour les trois technologies. Comme je vous dis, les trois bébelles que je pense qui valent la peine d'être regardées pour des maraîchers de petite surface. Le premier, si ça veut. Voilà, le robot Oz. Tout le monde l'a vu en 2019 chez les Samson. Pas besoin de lire ce qui est en gris, c'était juste les images qui m'intéressaient, ça vient directement du magazine. Le robot Oz, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont vu chez les Samson en 2019-2020. Ça ne valait pas de la chenoute. Okay? On aurait dit un aveugle qui se promène dans un champ avec une canne. C'était pas précis, on en avait pitié, on voulait aller biner à sa place, c'était pas vraiment beau qu'est-ce qu'il faisait. Okay? Il a été nettement amélioré depuis. J'ai eu des discussions avec les fournisseurs, des témoignages. Le robot, maintenant, est muni d'un GPS RTK. Il fait un travail de précision. Ce robot-là, pour des fermes maraîchères diversifiées, je pense qu'il peut faire trois choses. Biner, préparer les planches, implanter des cultures et puis transporter du matériel. Trois tâches relativement simples qu'on fait souvent sur des fermes puis qui peuvent être faites par ce robot-là. C'est sûr que c'est des avantages. La vitesse d'avancement, vous allez me dire 1,8 km/h, c'est pas très rapide pour du sarclage. La contrepartie, c'est qu'il sarque et il passe tout le temps. Ça fait que le contrôle de mauvaises herbes devrait théoriquement se faire. Ensuite, l'espacement n'est pas optimal non plus pour du bio-intensif, je vous l'accorde. C'est pas une technologie one size fit all. Puis là, je vous présente un seul robot, on pourrait dire. Là. Mais l'idée, c'est de faire les petites maths en arrière. Okay? Il y en a plusieurs, il va en avoir de plus en plus. 50 000 plus ou moins équivaut en ce moment. Ça, c'est pris aujourd'hui, livré à la ferme. Des frais annuels de 1 200 $, 1 200 $ devraient fonctionner pour une dizaine d'années. Si on considère qu'un ouvrier agricole coûte 20 $ de l'heure, qui travaille 20 semaines, puis si on considère que le tracteur nous coûte 7 000 $ par année, j'ai pris ma petite formule à l'envers, mais grossièrement, ce que ça veut dire, c'est que ce tracteur-là, s'il travaille 17,5 heures sur votre ferme à biner, transporter et semer pendant 20 semaines, on est kiff-kiff. Plus que ça, c'est rentable. La bonne nouvelle, c'est qu'il travaille le dimanche, il travaille le lundi matin à 4 heures, il est toujours là. Donc, c'est une technologie qui vaut la peine d'être observée, d'être étudiée, d'être regardée. Il s'implante tranquillement en Amérique du Nord. Les fournisseurs vont arriver. Fait que je trouvais ça intéressant de la nommer. Deuxième technologie, si je trouve le bon piton, les drones. Okay? Ça, on en a un bel exemple ici, aujourd'hui, dans
dans le corridor. Les drones, qu'est-ce que ça fait en ce moment? Ça fait de l'imagerie. Ça, c'est plus pour les conseillers. L'imagerie, je pense que c'est plus les conseillers qui vont aller faire ça. Puis je pense qu'il y a beaucoup de conseillers dans la salle. Moi, le premier, j'ai l'intention d'aller chercher mes permis, puis de me mettre à l'imagerie parce que l'agriculture s'en va vers ça. C'est un incontournable d'outils d'aide à la décision en ce moment. Ensuite, du côté agriculteur, bien, les applications au champ. Donc, si on met les deux ensemble, une imagerie précise et une application très précise, on obtient, théoriquement, je veux dire, une amélioration des rendements puis une diminution des impacts environnementaux. Tout ça reste très théorique. Maintenant, c'est comment est-ce que la pratique, elle est appliquée. Bon, là, je vous montre un petit vidéo comment c'est magnifique l'application par drone. Et puis, comment est-ce qu'il se plie, qu'il se range, puis qu'il se met. Là, le drone qui est là, c'est une compagnie Agras T25. Celui qui est dans le corridor, pour vous donner une idée, c'est un T50, 2 fois plus gros. Lui ici, il fait les mêmes choses que celui qu'on voit, mais il est plus petit, donc malléable par des producteurs. On peut le mettre, une personne peut le lever. Il est facilement opérable, il a une bonne autonomie. Il peut, pour du maraîchage, il peut couvrir des bonnes superficies. Le problème, pourquoi on n'en voit pas en ce moment dans nos champs des drones, vous savez pourquoi? Parce qu'on n'a pas le droit d'appliquer de pesticides avec ça au Canada. C'est la raison pourquoi est-ce qu'il n'y en a pas partout sur nos fermes. D'ici quelques années, ça va venir et là, on va en voir de plus en plus. Ça a été démontré dans des études que le risque lié aux pesticides pour les applicateurs, si évidemment ils ont une protection corporelle complète et bien faite, pour l'application, le risque en utilisation de drones diminue. Donc, ça a des avantages au niveau environnemental et au niveau protection humaine. Mais pour l'instant, on n'a pas le droit de faire des pesticides. Je pourrais dire malheureusement. Je vais vous en reparler un petit peu après. Bon, pour ceux que ça intéresse, il faut aller chercher des permis, évidemment. Je vous liste rapidement les permis à aller chercher pour l'utilisation des drones. Chose importante à noter ici, le marché, puis c'est une petite cloche que je vais vous sonner, le marché des drones, qui est le bleu foncé en bas, est appelé à une très grande croissance en ce moment. Puis qu'est-ce que ça veut dire, ça? Mon interprétation à moi, c'est qu'en 2028, 2029, admettons, quand on va avoir le droit d'appliquer des pesticides au champ, il va y avoir une panoplie de drones usagés à vendre sur le marché. Il va en avoir beaucoup. Parce que les forfaitaires ou les gens qui vont l'investir vont se mettre à en acheter plus et de plus en plus, ça va être comme les tracteurs. Fait que c'est comme, ça s'en vient. On a beau penser que c'est très, très loin, mais c'est une technologie qui s'en vient, qui est très proche sur nos fermes. Puis, il ne faut pas... c'est ça, ça va venir. Il y a un petit détail que je vous dis là-dessus. Là. Si jamais vous décidez d'investir dans des drones usagés, il faut s'assurer qu'ils sont autorisés de voler au Canada parce que les pièces sont ce qu'on appelle géoboxées. Puis si le drone n'est pas autorisé de voler au Canada, mettons aux États-Unis ou en Chine, si vous achetez un drone sur Alibaba et vous l'amenez ici, là, il ne va jamais démarrer. Il ne va pas décoller. Fait qu'il faut faire attention à ces petits détails-là techniques. Fait qu'informez-vous, mais le but, moi, je ne suis pas un professionnel des drones. Je fais juste dire, ça s'en vient. Regardez, étudiez. Il y a toute la façon d'appliquer au champ avec les vents. C'est toute une autre science. C'est toute une façon de faire qui est assez complexe. Puis il faut se mettre à jour avec ça, même pour les maraîchers petite surface. Fait, combien ça coûte? J'ai fait sortir une soumission du Agras T25. Il était livré chez nous avec 2 batteries, la manette, tout le kit prêt à faire feu pour 25 000 $ canadiens. Ce qui n'est pas un énorme prix. C'est sûr que ça ne se justifie pas pour une ferme qui ne fait pas beaucoup d'applications, mais ce n'est pas non plus 150 000 $. Ce n'est pas quelque chose d'énorme comme investissement, étant donné sa durée dans le temps. C'est des technologies relativement plug and play. Il y a quelques frais annuels. Puis,
pour vous donner une ordre d'idée, ben là, j'ai essayé de faire des comparatifs. Les seuls comparatifs, en fait, qu'on a avec des gens qui font des tâches à la main versus les drones, c'est dans des pays qui passent de la paysannerie, pulvérisation backpack aux drones. Puis ça sort d'un article qui expliquait que ces producteurs d'ananas-là faisaient en 15 minutes avec un drone ce que 5 hommes faisaient en 1 heure en termes d'application d'intrants. Fait que c'est des outils qui ont, pour de la petite surface, qui ont quand même un bon potentiel. Puis voilà mon préféré de la gang. Ceux qui n'en ont pas encore, il faut y aller. GPS RTK. Qui ici a un GPS RTK sur sa ferme? Qui ici fait du sarcleur avec ses tracteurs? Ouais. Bon. Moi, il y en a 3 en ligne. Je n'ai pas vu les nombres de mails. J'espère qu'il y en a plus. Parce que cette partie-là va vraiment vous intéresser. Moi, personnellement, j'en ai intégré sur ma ferme. Là, j'ai changé de lieu de production. Puis la première chose que j'ai faite en arrivant sur place, c'est que j'ai installé le RTK. C'est rendu un incontournable. Comment ça marche, grossièrement? On prend n'importe quel tracteur. Vous pouvez prendre votre tracteur à gazon si vous voulez. On enlève le volant. On y met un volant avec un moteur dessus, un rapporteur d'angle sur une roue, un écran, des antennes en haut, une base RTK, puis on y va. Bon, ça a l'air facile, là. C'est pas un technicien qui fait ça avec vous, mais c'est rien de si sorcier que ça. C'est bon, Sébastien, ici, dans ça, le concept de planche permanente, là, il y a 5 ans, 7 ans, là, quand on en parlait, comment est-ce qu'on se souvient, où est-ce qu'il y allait la planche, le contrôle de trafic au champ, est-ce qu'on met un bloc de béton, comment on tag ça, comment on y va, là, la réponse est là. La réponse est très simple. On fait de la planche permanente constante. Il y en a qui font de la planche permanente en grande culture maintenant avec ces systèmes-là. C'est une vieille technologie. Et puis, moi, personnellement, je ne m'en passerais plus pour faire pousser des légumes au champ, à quel point c'est très, très, très efficace. Si c'est bien utilisé, évidemment, autant en termes de planche permanente que pour le sarclage, je vais en reparler un petit peu plus tard, cette technologie-là a un énorme potentiel pour augmenter le rendement ainsi que la qualité et la santé des sols. Ça vient avec les deux. C'est vraiment un outil qui a le potentiel de faire les deux en même temps. Je pense que c'est 100% des gars dans sa voisine qui sont équipés de ça. Pas 15%, je pense que c'est 100%. En fait, je pense qu'il y en a 5% qui n'en ont pas. Ah, 95, j'avais compris 15. Oui, c'est ça. C'est pour ça, j'essaie. Tu sais, je parlerais d'RTK de l'autre bord, ça, quand même, t'es comme 15 ans en retard. Là. Mais ici, en maraîchage, tu parles de ça à des gens qui font du sarclage, puis souvent, c'est des gens qui sont habitués, qui ont les bonnes habitudes, mais l'avantage du sarcleur, puis c'était un peu ça le point, c'est que tu peux diversifier tes opérateurs. Ça élimine la charge mentale de l'enlignement, puis ça te permet de te concentrer sur la tâche. Un exemple très, très simple, sur la photo ici, ceux qu'on voit, puis beaucoup de mes photos, ça vient de la ferme au Colibri, Michael puis Clémence, qu'eux, ils ont intégré, je vais en reparler plus tard, le GPS sur leur ferme cette année. Il est en train de sarcler avec des doigts cresse sur une parcelle de choux. Il doit être à 1 pouce de ses plants, puis il regarde en arrière, ça serait que sa profondeur est bonne. Il ajuste sa profondeur aux fonctions qu'il avance. Il avance un petit peu plus vite, il joue avec ses commandes de tracteur sans avoir à se préoccuper de son alignement. Puis lui, il le fait, mais après ça, il peut mettre son employé qui va le faire, puis qui va faire un aussi bon job si son employé a du bon jugement. Je veux dire, ça n'enlève pas le facteur jugement des technologies, ça n'enlève pas le facteur, il faut comprendre qu'est-ce qu'on est en train de faire, mais si il y a quelqu'un d'attentionné sur le tracteur, il va faire un aussi bon sarclage. Okay, moi, c'est mon exemple simple. Là, quand je faisais sarcler à ma fille de 15 ans du soya avec des sarcleurs Siran, elle n'avait jamais fait ça de sa vie. Mais une fois que moi, j'ai ajusté la machinerie, on était correct, on était prêt à y aller, elle part, puis elle peut le faire sans aucun problème. C'est l'avantage du RTK. Ça permet donc de diversifier les opérateurs sur la ferme, puis diminuer les stress dans les opérations. J'ai mis un prix de 12 000, c'est à peu près ça. Ça dépend des. Là, je ne vous parle pas des grandes marques, rouge, vert, bleu, là, ça c'est souvent plus cher. Là, je parle
de marques chinoises ou souvent asiatiques qui sont importés ici par des fournisseurs. Ils sont vraiment moins chers. L'installation est difficile, mais souvent le vendeur ou les techniciens peuvent venir l'installer avec vous à la ferme. Puis une fois que c'est fait, il n'y a pas de frais récurrents. Okay? Fait que, moi, j'évalue le coût. Si on se dit, mon calcul pour évaluer le coût annuel de cette technologie-là est très simple. Un opérateur expérimenté coûte environ 4 piastres de plus de l'heure que n'importe quel autre ouvrier sur une ferme. On le fait travailler 40 heures semaine, 20 heures semaine, 3200 piastres par année pour avoir un bon opérateur sur la ferme. Là, tout le monde peut être un bon opérateur pour ce moindre prix-là, selon moi. L'intégration, maintenant, ça reste un défi. 2 cas de figure, les Jardins de la Résistance, Olivier Lamoureux et la ferme au Colibri. Je leur ai parlé. Olivier, il a essayé d'installer ça sur 2 de ses tracteurs en début de saison cette année. Il n'a pas réussi parce qu'il n'a pas réussi à faire la coupure entre son ancien système, pas de GPS, puis son nouveau système. Il y avait des buttes, des planches d'ail, il y avait des tunnels dans un sens, dans l'autre. Fait que ça, il a fait l'investissement. Une chance, il a eu une subvention, mais il n'a pas réussi à l'utiliser à sa première année. Ça a été ça son défi. Puis aussi, il y a eu une certaine résistance chez les employés. Il n'était pas certain. Contrairement à Michael et Clémence, la ferme au Colibri, eux autres, c'est leur 2e année de production. Ils augmentaient considérablement leur production cette année-là. Puis ils ont fait le choix, eux, d'investir dans un seul tracteur. Beaucoup de fermes ont plusieurs tracteurs un peu en ordre, plus ou moins en ordre. Puis ce n'est pas des mécaniciens, ils se sont dit on achète un bon tracteur neuf, puis il va tout faire sur la ferme. C'était ça leur risque. Puis bon, ben, comme Clémence a dit, je seconde qu'elle ne ferait plus jamais de légumes sans RTK. C'est inconcevable pour elle. À quel point c'est un outil indispensable pour aller chercher une qualité de vie dans les opérations de tous les jours. C'est vraiment quelque chose qui ne se passerait plus. Fait que ça, c'était le tour pour les 3 technologies. Drone, robot autonome, puis RTK. Il y en a qui sont prêtes, il y en a qui sont, selon moi, plus que prêtes, puis il y en a qui ils doivent attendre. L'important, c'est de vraiment s'en souvenir. Fait, la petite réflexion, c'est quand on va intégrer une technologie, est-ce que notre entreprise est prête à recevoir ça? T'sais, on a le cas de la Résistance, qu'il pensait pouvoir le faire, mais il a fait de l'investissement et il a perdu 1 an. Fait que c'est quand même, faut se poser la question. Puis, est-ce que la période d'adaptation va être grande ou non sur nos fermes? C'est quand même, c'est pas à négliger avant de faire les investissements, même si les chiffres fonctionnent. Est-ce que notre business est prête, l'entreprise est prête à recevoir ça? Ensuite, je pense qu'il faut regarder le pourquoi, puis répondre positivement à peu près à toutes ces questions-là. Est-ce qu'on va sauver du temps et de l'argent? Généralement, oui. Après ça, standardiser les opérations. Ça sert, toutes les technologies, je pense que je vous ai montré, servent à diminuer la marge d'erreur due au facteur humain. C'est pas négligeable. Je sais qu'on a tendance à vouloir des facteurs à échelle humaine, mais les humains, ça fait des erreurs énormément. Puis les technologies nous permettent d'éliminer ces erreurs-là pour que les humains puissent juste s'amuser en travaillant. C'est plus... Exactement. Je veux dire, dans le champ en chantant avec les oiseaux ou éliminer, il y a une partie du stress qu'on vit, je pense, sur les fermes qui peuvent facilement être éliminées aujourd'hui avec ces technologies-là. De là, la qualité de vie que les technologies peuvent amener, malgré ce qu'on peut penser. Rationaliser les décisions, collecte d'informations, là, on peut parler d'imagerie, on peut parler de temps d'opération, on peut parler d'espacement. C'est tous des détails qui peuvent être plus ou moins lousses avec une certaine marge, mais que dès qu'on intègre des technologies sur la ferme, ça va fonctionner. Le quand, c'est... Bon, puis une fois que ces 4 facteurs-là, moi je crois que généralement, l'impact environnemental des intégrations des techs sur des fermes qui ont déjà des visées environnementales, ça va juste augmenter. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, là, mais tu sais, le concept qui est utilisé en RTK ou des drones ou juste de l'agriculture de précision, tout ça mis ensemble, bien, c'est accessible pour les maraîchers de petite surface en ce moment, puis ça va nous aider à diminuer notre impact environnemental
significativement. La grande question, c'est quand? Quand est-ce qu'on le met? En début de saison, en fin de saison, dans 2 ans, dans 4 ans, dans 5 ans? Selon moi, c'est le plus tôt possible, mais c'est vraiment le plus difficile à aller chercher. Puis une des choses, puis aussi la législation, les lois en place. En ce moment, on n'a pas de loi sur les petits tracteurs autonomes, mais en Europe, il y en a beaucoup. Fait que ça va venir, là, ils vont arriver avec des tracteurs autonomes ici en masse, là, ils vont nous mettre des lois. Fait que là, on ne saura plus où se retrouver. Un petit mot rapide, plus ou moins rapide, pour vous dire que j'ai parlé, le MAPAC, j'imagine qu'il y a des représentants du MAPAC ici dans la salle, mais en ce moment, il y a des conseillers au MAPAC en agriculture de précision, géomatique et technologie émergente. Ils ont créé ces postes-là. Puis j'ai parlé avec, entre autres, Tarek, qui est un ancien collègue aussi, que je faisais une présentation, puis il m'est revenu avec le pad, comme d'habitude. Le pad, c'est ça les grandes lignes directrices. Mais grossièrement, là, on a parlé de GPS, puis il m'a dit, oui, les GPS sont disponibles pour les subventions. Là, j'ai dit, non, ils ont été enlevés de prime vert. Il m'a dit, non, mais c'est pas vrai. Fait que là, on était mélangés, mais grossièrement, qu'est-ce qu'il m'a dit? Puis il m'a dit de vous dire aujourd'hui, c'est que si vous voulez investir dans des technologies, puis que vous pensez que ces technologies-là répondent aux PAD, mais qui ne sont pas inclus dans des programmes de subvention, bien, appliquez pareil. Appelez, puis expliquez-le aux conseillers du MAPAC, puis ils vont les faire fitter dans les subventions si ça fait du sens. C'est ça qu'il m'a dit, parce que c'est des technologies émergentes, ça ne rentre pas toujours, on n'est pas certain. Fait qu'il a dit c'est du cas par cas au MAPAC dans ces cas-là. OK? C'est simplement ça qu'il m'a dit. Fait que, appliquez. C'est pas grave. Appelez Tarek. Appelez Tarek et dites que Ben, il a dit que ça marchait. OK? Oui, Sébastien. Forget pitch, ça, oui. En face, c'est bon? Le RTK, là, son guide, c'est quoi? C'est je m'en vais en ligne droite ou c'est la culture? Je m'en vais en ligne droite. Puis si tu chires. Parce que tu sais, c'est bien beau sur un terrain planche, là, ouais. Mais on s'entend que quand tu as un terrain vallonneux, le bain droite, ça va être tout croche. Là. Je t'explique ça dans 2 secondes. Ben là, c'est pas parfait. Je fais ma petite conclusion, puis je réponds à la première question avec plaisir, si l'ordi veut. Bon. Fait que ma conclusion, là, j'avais des notes, mais là, la souris bouge à ma place, je ne sais pas pourquoi. Ben, c'est important de trouver, avec les technologies, là, le danger qui arrive avec les fans d'investissement, des fois, c'est qu'ils trouvent un jouet puis qu'ils investissent dans le jouet avant d'avoir la solution, qu'ils n'en aient pas vraiment de besoin. Ça, c'est comme un danger qu'on voit souvent sur les fermes. Et puis, l'autre chose, c'est, ben, je le répète et je tape sur le clou, là, les petites entreprises sont souvent les dernières à adapter des technologies, mais pourtant, c'est celles qui ont le plus de flexibilité dans l'adaptation souvent de leurs pratiques parce que c'est des plus petites équipes, des plus petites business, fait que c'est important de les adapter. Fait que c'est ça pour la conclusion. Question. GPS, RTK, comment on peut regarder une ligne droite? Tu permets? En fait, comme tout, il faut un bon opérateur quand même, quelqu'un avec du jugement. Okay? Puis quand ton GPS, il y a une marge d'erreur, puis des fois, il part à gauche ou à droite. Puis tu as un petit piton qui te permet de te tasser à gauche ou à droite sur ton GPS. Soit que c'est une manette ou soit que c'est sur l'opérateur. Fait que si tu passes, il va avoir, à un moment donné, ta machine, ton semoir va s'être décalé pendant que tu semais un petit peu par là, un petit peu par là, à moins que ce soit ton tracteur soit incroyablement, mais toi, tu peux l'ajuster de un coup. Tu dis, à chaque fois que je me tasse, de combien tu veux que je me tasse? Est-ce que je me tasse de 1 pouce, de 1 demi-pouce? Fait que tu continues à le tasser un petit peu pour qu'il s'ajuste pendant que tu opères. Mais ce mouvement-là, tu ne serais pas capable de le tenir au steering à ce point précis-là. Fait que c'est pas parfait. Puis des fois, ça m'est arrivé que tu arrives au champ, puis là, ton tracteur, il se présente, puis honnêtement, il s'en va pour comme un peu rouler sur la culture, où c'est bizarre où il s'en va, puis il pense qu'elle est là, sa ligne. Mais là, tu dis, non, c'est pas là, tu le tasses, tu dis, centre-toi ici, puis il part. Le RTK, ce que ça fait, c'est que ça tient une ligne droite.
C'est juste ça. Tu arrives dans une parcelle, tu dis, ça, c'est mon point A, pouf! Je m'en vais à l'autre bout, ça, c'est mon point B, pouf! Puis là, après ça, il passe ses vecteurs. Clac, 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 clac. Puis tu dis, pars-moi un rang à toutes les 1,74 mètres, 1,6 mètres en pouces, aux 60 pouces. C'est toi qui dis le prochain passage est quand. Après ça, tu peux lui dire ma machine est décentrée, elle est là-dessus. C'est tous des petits paramètres que tu mets dedans. Grossièrement, il faut le voir comme quelqu'un qui tient le volant d'une façon impeccable, puis pendant autant d'heures que tu veux. C'est surtout ça. Je pense qu'on est capable de faire la job dans RPK pendant 3 rangs, mais pendant 8 heures, on n'est pas capable. C'est sûr qu'on se cuit le cerveau. Ouais. Question/commentaire. Ouais. Juste parce que pour ça, ce que tu parles du RTK, techniquement, c'est une question logicielle quand tu parles là de la ligne. Parce que si tu veux, tu peux paramétrer ce que tu veux. Là. Tu peux faire des zigzags, whatever, dans tous les sens. Oui. C'est juste les logiciels qui ne le permettent pas tout le temps facilement. Puis c'est là où ça mène, même tes deux autres technologies, le drone puis le robot, les deux, techniquement, ils ont besoin du GPS en partant pour bien fonctionner. Oui. Puis, que j'allais dire avec ça? Oui, c'est ça. Pour moi, le gros bug, pas bug, mais un des freins potentiels à l'adoption, c'est vraiment plus ça. Quand tu viens dans une petite entreprise de maraîchage diversifiée, le paramétrage de ces technologies-là, puis d'avoir un tech quasi sur place. T'as pas besoin. Moi, j'avais cette discussion-là ce midi avec du monde, puis c'est comme, on n'a pas un mécano 100%. Il y a plein de fermes, mettons la ferme au Colibri, là, ils n'ont pas de mécanicien sur place. Là. Ils s'assurent que la machinerie elle fonctionne bien, puis elle roule. Il n'y a pas de programmeur. Tu n'as pas besoin d'un programmeur pour régler ton RTK dans 98% des situations. Moi, j'ai déjà été dans des... On était en pleine plantation de vignes avec un RTK. Fait que là, c'est comme fallait... Il ne faut pas que ça plante aujourd'hui, c'est là qu'on les plante. Puis, le système a planté. Bon, on a appelé le tech, puis il est venu nous voir, puis il nous a offert un bon service. Fait que oui, il est débarqué, il savait que c'était crucial comme opération. Fait que oui, c'est important, ton fournisseur doit être capable de te fournir les pièces, l'aide, mais je pense pas que c'est dans les tâches du maraîcher que de savoir programmer sa technologie. Les drones, le DJI, je parlais à l'extérieur, je me souviens plus de son nom, mais au forfaiteur qui est là, qui en a un, il dit les pièces, tu arrives à en trouver, il dit en 2 jours, les pièces sont chez moi. Je veux dire, il faut être débrouillard, mais il ne faut pas non plus virer fou et le voir comme une limite de ne pas être programmeur pour adapter ces technologies-là sur la ferme. Dans l'exemple du drone, ouais. C'est plus de favoriser l'utilisation. C'est pas nécessairement que chaque ferme s'achète son drone pour aller lui-même le piloter. Non. Oui, mais non. Je veux dire, quand les pesticides vont être légaux, chaque ferme va avoir son drone. Ou ils vont en avoir beaucoup. Pour l'instant, non, mais quand ça va être, imaginez-vous des itinéraires techniques avec des drones, du genre, j'ai une parcelle de courge, j'y annonce de la pluie, dans 4 heures, il y a une pression de mildiou, je pars avec mon bicarbonate, puis j'applique ma petite parcelle pour la protéger. Les possibilités sont vraiment grandes et infinies, mais ça va être dans 5 ans. Oui? Peut-être 3-4 petites affaires. Là. Moi, j'ai été en contact avec le vendeur du Nayo. Là. Oui. Et entre autres, ça a l'air quand il y a des roches, il change de trajet, puis c'est pas toujours. Et ça, c'est l'ancienne version. Hein? En tout cas. Fait que moi, j'ai été en contact avec lui cette année, puis ce que j'avais suggéré, c'est essayer donc de le faire enjamber les planches, plutôt que juste sarcler les allées. Là, c'est capable de peut-être ajuster pour passer par-dessus des cultures. Fait que je sais qu'il a travaillé là-dessus, il m'envoie des photos. J'en ai parlé, il y a une version qui le fait, elle vaut un peu plus cher. C'est la façon qui roule, mais c'est pas le Oz qui fait ça, c'est un autre. En tout cas, un peu plus gros, ouais. Deuxièmement, nous autres ici, on a en grande culture des parcelles d'essai longue durée et on a regardé pour mettre le RTK dedans. Et on se faisait dire, ta parcelle, elle a seulement 20 mètres de long, puis ça va prendre plus la moitié de la parcelle avant de placer ta machine. C'est vrai. Fait que tout le monde qui a des planches de 50 pieds, non, oublie ça. Tu as raison. Okay. C'est un point qui est... Troisièmement, si tu plantes en main, tu ne peux pas faire
Sorclage de hyper-précision. Ça veut dire qu'il faut avoir le sommoir monté sur le tracteur, le transplanteur monté sur le tracteur avec des largeurs qui sont peut-être pas compatibles, avec des rangs très, très rapprochés, et ainsi de suite. Fait que, moi, je pense qu'il faut comme peut-être être amené à repenser nos designs, peut-être investir dans des équipements. Puis, à ma connaissance, il y a 3 entreprises au moins là, qui offrent des services de drones en grande culture. La principale activité, c'est de semer des engraveurs intercalaires. Quand les tracteurs ne passent pas dans le champ, c'est-à-dire quand ils mouillent tout le temps, qu'il y ait les meilleures conditions pour laisser des graines en surface puis d'avoir un engraveur qui se... Tu ne peux pas faire ça sur des petites parcelles, mais c'est un bloc de 6 planches de carottes. Puis les agriculteurs, ils n'achètent pas la machine, ils engagent le gars là ou l'autre de leur chum. Parce que pour l'instant, l'utilisation c'est un petit moment dans l'année où ça vaut la peine d'avoir un drone sur sa ferme. C'est pour ça qu'ils n'en achètent pas encore. Puis pour pour ce que tu disais, le 50 pieds, ça c'est vrai, c'est un détail. Michael puis Clémence ont passé de planches de 100 ou 200 pieds à planche de 300 pieds pour le RTK pour gagner un bénéfice par rapport à ça. C'est sûr que tu as besoin d'un certain moment pour bien aligner ton tracteur en début de planche. Fait que oui, c'est ça, l'intégration, l'adaptation. Il faut changer des fois des choses, mais c'est un petit pas en arrière pour après ça pouvoir avancer. Il n'y a rien de parfait, puis les technologies, c'est pas one size fit all. Ça ne fonctionne pas partout, tout le temps, mais il y a une mer d'opportunités, puis il faut juste pas avoir peur d'en profiter. C'est un peu ça l'idée. Merci beaucoup, Benoît. Je pense que ça pose beaucoup de questions, mais moi, ce que je retiens, c'est que les technologies n'enlèvent pas le facteur jugement. Je pense que c'est à garder toujours en tête. Hein. On va chercher de la technologie, mais il faut quand même que l'humain soit au cœur de l'innovation. Fait que gardons ça en tête. Merci à vous. C'est le fun. On a un après-midi 2 choses adorées par les producteurs. On parle de bébelles, puis on parle de mise en marché. Fait que ça va vraiment nous répondre aux besoins de tout le monde.